à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette émission Le Corner du Libraire. Comme vous le savez, on part d'un livre et aujourd'hui on va parler d'un livre chez Odile Jacob par le docteur Fanny Nussbaum qui s'appelle Le secret des performants. Ça parle de plein de choses, y compris de performance, mais pas seulement. Docteur Fanny Nussbaum, bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci d'être là et de nous retrouver. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, vous avez fait beaucoup d'émissions. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de votre ouvrage. C'est sans doute qu'il était dans l'air du temps, entre guillemets, qu'il y avait quelque chose qui intéresse et fascine les gens sur la performance. Alors, vous êtes, je le disais, docteur en psychologie, chercheur en neurosciences à l'Université Lyon 1, et vous avez fondé et dirigé le centre Psyrène et le fonds Psyrène pour l'intelligence. Alors, on vous a connu, entre guillemets, avec votre précédent ouvrage qui parlait des phylocognitifs. Est-ce que vous pourriez nous rappeler d'abord ce que veut dire phylocognitif et pourquoi en fait vous vous êtes plongé depuis tant d'années sur cette quête incroyable de comprendre ce qu'est l'intelligence? Donc les phylocognitifs sont ces personnes qui aiment penser, qui ont besoin de penser, dont la pensée les fait parfois souffrir parce que ils sont trop dans la pensée parfois. Les phylocognitifs, c'est un autre terme pour surdoué, précoce, zèbre, etc. Mais un autre terme dont je pense évidemment qu'il est plus approprié que les autres parce que il parle vraiment du phénomène qu'il décrit. Enfin, il décrit vraiment le phénomène dont on parle plutôt. Donc, vraiment ces gens qui ont philo une appétence, un besoin, un amour pour la pensée, la cognition. Pourquoi l'intelligence? Donc, pour plein de raisons, à la fois professionnelles et personnelles. Sur le plan professionnel, mes premières amours, mais là je les rejoins beaucoup en ce moment, c'est l'hypnose, vraiment comment fonctionne, comment l'esprit humain peut s'évader et comment ce voyage de l'esprit humain, voilà, j'ai voulu faire comme Baudelaire et m'évader avec l'esprit et faire en sorte que mes patients ou les gens, mes enfants aussi, s'évadent avec l'esprit. Et puis après, l'hypnose, l'application de l'hypnose pour ma thèse, c'était dans le domaine de la douleur. Et en fait, je me suis aperçue, du coup, je recevais beaucoup de patients autour de la douleur avec l'hypnose. Et je me suis aperçue qu'en fait, le côté hypnose et le côté compréhension et accompagnement de l'esprit humain, pas forcément dans un domaine pathologique, m'intéressait davantage. Je voulais comprendre et accompagner l'esprit humain j'allais dire quand il allait bien, mais c'est pas seulement ça, c'est quand vraiment pousser dans ses retranchements l'esprit humain. Et je trouvais que l'hypnose était un bon outil et je me suis intéressée comme ça, mais aussi du fait de mon fils et puis maintenant de ma fille aussi, mais parce que je voyais que c'était des enfants qui fonctionnaient différemment. Je recevais des enfants aussi à mon cabinet qui fonctionnaient différemment, donc c'est comme ça que j'ai mis le pied là-dedans. Le point de départ, et c'est ça qui est important aussi, parce que quelque part, on pourrait s'interroger sur le pourquoi de ce livre, mais il faut pas oublier, et vous le dites assez rapidement, mais que c'est mieux comprendre, mieux conceptualiser, etc. C'est aussi quand même, au final, pour aider les gens un peu différents, ou qui pensent différemment, ou qui se sentent inadaptés tous les 10, etc., à aller mieux. C'est comme ça le fondement. C'est ça. C'est ça. Et en fait, j'ai pris les choses avec les phylocognitifs et pendant des années par, je pense, un petit bout de la lorgnette qui était très intéressant, qui était celui des phylocognitifs, c'est-à-dire celui de ces gens qui ont une forte appétence pour la pensée, qui ont des fonctions de raisonnement de haute qualité, on pourrait dire. Donc, j'ai pris ce chemin-là. Et puis après, pour ce deuxième livre, enfin, c'était pas après, ça s'est fait en même temps, mais peu importe, je me suis dit, mais est-ce que l'intelligence, c'est vraiment finalement que ça? Et c'est ça l'objet de ce livre, c'est de dire, mais non, l'intelligence, c'est pas ça. Même moi, je disais que c'était que les gens intelligents, c'était les phylocognitifs. Pendant pas mal de temps, je disais ça, les hauts potentiels, les phylocognitifs. Voilà, bah, ils raisonnent mieux que les autres, donc ils sont plus intelligents que les autres. Et puis au bout d'un moment,
je me suis dit, non. Il y a autre chose qui se passe. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs formes d'intelligence. D'ailleurs, celle qui est liée au raisonnement, à la pensée, peut-être celle liée aux émotions, à la capacité à être relié. Enfin, et je suis pas d'accord avec ça non plus, d'ailleurs. Il y a plusieurs états, alors, plus que formes. C'est ça un peu l'idée? Disons qu'en fait, je pense que mes pères, pour les critiquer et me critiquer moi-même autrefois, on confondait les capacités et l'intelligence. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, il y a plusieurs parties qui expliquent bien que on a des capacités de savoir-être, la manière dont on se présente au monde, dont on agit, dont on utilise des savoirs. Mais l'intelligence, c'est vraiment le propre de votre propos, c'est un état impermanent, en fait. C'est-à-dire que ça change dans la journée, ça change dans la vie, ça change aussi suivant les conditions et l'environnement dans lequel on est, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, on a d'un côté des capacités. Donc ça peut être toute, disons, si on remplace le mot intelligence dans les intelligences multiples de Howard Gardner, on reprend tout, visuel, visio-spatial, blablabla. Tout ça, ce ne sont pas des intelligences, ce sont des capacités. Donc on a des capacités dans plein de domaines, tous, et ces domaines sont je dirais presque infinis. Chacun a des capacités dans des domaines très différents. Donc ces meilleures capacités ne font pas de vous quelqu'un de plus intelligent. Par contre, si à un moment, vous êtes en état de pouvoir révéler le mieux possible ces capacités, alors vous êtes en intelligence. Donc l'intelligence n'est pas la capacité, ce que la plupart des gens disent aujourd'hui, même il y a plein de grands scientifiques qui disent que l'intelligence c'est le QI ou c'est les fonctions de raisonnement. C'est pas une intelligence, c'est une capacité comme une autre. Et ça déplaît beaucoup quand je dis ça. Les fonctions de raisonnement sont une capacité comme une autre, et l'intelligence, c'est le processus de révélation, donc cet état, ce processus de révélation des capacités de chacun. Ce qui veut dire qu'on ouvre le champ en disant ça, que tout le monde a des capacités, ça c'est pas nouveau, et l'intelligence, c'est un état qui va permettre de révéler ces capacités-là. Et c'est pour ça que je dis de façon assez provocatrice, alors je le fais exprès, mais c'est vrai que ça dérange beaucoup quand même, que Kim Kardashian est plus intelligente que vous et moi, ou que Franck Ribéry est plus intelligent que vous et moi, pas parce qu'ils ont de meilleures fonctions de raisonnement que vous et moi, mais parce qu'ils ont su se mettre en état, dans un état qui a mieux permis que vous et moi de montrer leurs capacités. J'ai mis plusieurs citations de Picasso dans le livre parce que c'est une merveille, quoi. Il dit je mets tout ce que j'aime dans un tableau, tant pis pour les choses, elles n'ont qu'à s'arranger entre elles. Ou encore, si je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. Pour moi, si je n'ai pas de bleu, je mets du rouge, c'est là, c'est la liberté absolue. C'est-à-dire que c'est à la fois la vision de l'artiste, mais c'est aussi une liberté totale de dire c'est ça que j'ai envie de faire. Donc c'est intéressant. C'est ça. Et c'est vraiment qu'il laisse l'univers faire aussi, il laisse son écosystème lui raconter des histoires. Et il est dans le futur, parce que comme les génies, les génies sont des gens visionnaires, des gens qui ont 100 ans, 200 ans, 300 ans d'avance sur nous. Mais le truc de Picasso, c'est que c'est un génie, et c'est un génie en intelligence. C'est un génie intelligent, c'est-à-dire intelligence selon ma théorie bien sûr, c'est un génie qui a su ramener ses visions de l'avenir, il a su nous les apporter dans un ici et maintenant, et il a su être vu à un moment, alors que je prends aussi l'exemple de Van Gogh. Van Gogh est un génie aussi, mais un génie qui n'aura pas su être en intelligence. Qui n'a pas rencontré son époque, puisque on le sait, il n'avait rien vendu de son vivant, en fait, c'est ça. Exactement, il a vendu une toile à sa logeuse, je crois. Il y a deux sujets, moi, qui me restent à regarder avec vous pour donner peut-être envie aux gens de se plonger davantage. Et le premier, c'est... Et je pars un peu, d'ailleurs, vous avez, à la fin du livre, tout un ensemble d'entretiens que vous avez fait avec des personnes qui, dans leur domaine, ont des formes assez incroyables de réussite. À la fois, peut-être d'ailleurs, autant pour modéliser que peut-être pour aller regarder ce qui se passe. La question qui vient, c'est est-ce qu'on est forcément heureux quand on est performant? Parce qu'il y a une telle notion parfois de discipline, d'engagement, comme si c'était parfois plus fort qu'eux. Est-ce que la performance rend heureux, ou est-ce que c'est pas le sujet après tout? Vous en parlez un peu sur le bonheur, ce qui est aussi un peu dans l'air du temps. Là, le bonheur pour tous et pour tout le monde, c'est pas forcément ce qui est souhaitable.
Ben, ça rend ni heureux ni malheureux. Disons que pour moi, vous l'avez lu, bon, le bonheur est une chimère et je pense que c'est pour reprendre les termes d'Albert Einstein, que c'est un idéal de pourceau. Je suis bien d'accord avec Albert quand il dit ça. Je crois quand que c'est important de poursuivre une idée du bonheur bon, c'est toujours une vague idée quand même, le bonheur, mais c'est important de le poursuivre, mais pas en priorité. Et aujourd'hui, on poursuit son bonheur avant tout. Donc, du coup, ça va à l'encontre du dépassement de soi, ça va à l'encontre de faire des grandes choses. Je reprends aussi une phrase de Nassim Taleb qui disait en substance, autrefois, les gens rêvaient de ne pas mourir sans gloire, et aujourd'hui, ils rêvent de ne pas mourir tout court. Et je trouve ça triste, en effet. Donc, je pense que, disons que les performants ne sont pas ni plus heureux ni plus malheureux que les autres. Par contre, je crois que quand on est performant, on trouve quand même plus de bien-être, si ce n'est de bonheur, mais en tout cas plus de bien-être. Et de satisfaction peut-être. Alors, dans sa vie, dans son quotidien, pour être à la fois reconnu, valorisé, peut-être même se sentir mieux et plus à sa place. Et justement, et c'est la dernière partie intéressante de votre ouvrage, c'est que vous avez choisi un terme qui est la puissantisation. Vous voyez, je l'ai bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous expliquez comme une démarche pour essayer d'être performant. Après tout, si les gens ont envie de développer cet état d'intelligence et se tourner vers ça, vous racontez qu'il y a comme une marche, une discipline, ce qu'on découvre aussi à travers les exemples d'entretien, où il y a un mélange entre à la fois les émotions, c'est-à-dire la capacité, parce que c'est évoqué aussi dans votre livre, la capacité à être connecté à ses émotions, d'entrer en relation, d'utiliser les bonnes énergies. Et j'allais dire quelque part, le mot-clé, c'est la conscience de là où on va, de ce qu'on voudrait faire. C'est un peu ça la démarche pour travailler sa performance. Oui, je crois qu'en fait, la démarche pour travailler sa performance, donc la puissantisation, le processus de puissantisation, donc d'entrer en intelligence, euh, c'est une accumulation d'énergie. Pourquoi j'ai dit puissantisation? Parce que je prends la métaphore que je pense vraiment très proche enfin même égale au fait de performer, qui est la métaphore de la résonance. En fait, pour qu'un objet entre en résonance, par exemple une balançoire, quand on veut d'abord mettre en route une balançoire, ça demande d'y mettre une puissance mécanique. Ça demande de pousser pas mal, soit avec ses jambes, soit d'être poussé. Et puis ensuite, plus la balançoire va prendre son mouvement, va entrer en résonance, et moins d'énergie il y aura à y mettre de façon mécanique. Pourquoi? Parce qu'elle aura accumulé toute seule de l'énergie, parce que la fréquence propre se sera rapprochée le plus possible de la fréquence la fréquence d'excitation, pardon, se sera rapprochée le plus possible de la fréquence propre, et on aura gagné de l'énergie. Et en fait, entrer en performance, entrer en intelligence, c'est une accumulation d'énergie. C'est pour ça que j'appelle ça la puissantisation. Donc, pour ce faire, pour pouvoir être performant, il faut accumuler une certaine énergie. Il faut la dégager aussi, cette énergie. Donc, il faut aller plus vite. En général, aller plus vite et en général, déclencher plus vite. Ça veut dire fuir le raisonnement. Et c'est pour ça aussi que cette idée dérange, parce que certains me prêtent une idée complètement fausse d'aller contre le raisonnement. Je ne suis pas contre le raisonnement, je me vante d'être une intellectuelle, donc évidemment, je ne vais pas aller contre le raisonnement. J'adore raisonner et je crois être une philo-cognitive, donc évidemment, je ne vais pas aller contre le raisonnement. Par contre, la différence entre un philo-cognitif intelligent et un philo-cognitif pas intelligent, c'est que le philo-cognitif pas intelligent, il va rester dans son raisonnement et puis il va se complaire dans son raisonnement et dire mais non, tu as tort parce que ceci, cela. Et il va alimenter son raisonnement pour le raisonnement en permanence. Et le philo-cognitif intelligent, c'est celui qui va utiliser son raisonnement, certes, et réfléchir probablement mieux que les autres en général, par contre, qui va savoir arrêter le raisonnement à un moment pour se lancer dans l'action. Et puis, celui qui est performant, philo-cognitif ou pas d'ailleurs, c'est celui qui va utiliser, savoir mettre en avant ses capacités. Comment? C'est en étant autonome sur le plan
de ce qu'il peut montrer au monde. S'exposer et s'exprimer d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que on a besoin dans le monde d'aujourd'hui de raconter, de dire, de lire, de parler. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que l'intelligence, elle peut rester cachée, mais il faut aussi l'exprimer et la raconter. Bon, on le voit, ça nous emmène dans plein d'endroits passionnants et intéressants. En tout cas, c'est un livre assez surprenant au sens où, effectivement, et c'est bien que vous l'ayez rappelé, il y a un essai, donc il y a une tentative de présentation de quelque chose auquel vous croyez et que vous racontez à votre manière. On revisite un peu certaines idées reçues, on part et vous verrez, il y a des portraits intéressants, notamment pour les Lyonnais, il y a notamment, vous avez eu un entretien avec Laurent Fier, le patron de Visiative, etc., qui est une personnalité locale. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Fanny Nussbaum. C'était passionnant. On aurait pu y passer encore un certain temps, mais on va essayer de respecter le format. On aura d'autres occasions d'échanger, peut-être soit pour votre prochain livre, soit une autre opportunité. Merci d'avoir été présent. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission du Corner du Libraire. Au revoir.